le département VAS que j'ai montré tout à l'heure dans la direction technologique. Donc c'est un travail d'équipe. Et puis on a l'interopérateur et la gestion de projet, je peux le passer. Alors pour parler du marché, d'abord je parle des acteurs du marché. Donc, vous connaissez les opérateurs, je pense que la plupart des ingénieurs télécoms rêvent d'intégrer un opérateur. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les opérateurs. Les opérateurs ont une capacité à recruter qui est limitée, qui dépend de leur phase de déploiement. Donc Tunisienne en 2002 n'est pas Tunisienne en 2013. Aujourd'hui, il est vrai qu'on recrute nettement moins que les années passées. Donc il ne faut pas oublier que dans le marché, il n'y a pas que les opérateurs. Il y a ce que j'appelle ici les partenaires, donc en particulier les fournisseurs télécoms. On peut citer les grands fournisseurs qui n'ont pas besoin de publicité, comme Ericsson, Huawei, Alcatel, etc. Les fournisseurs d'équipements télécoms, de solutions télécoms. Il y a les sous-traitants. Donc on n'a pas la capacité de réaliser les projets en interne. On sous-traite une bonne partie. Donc on a parmi nos sous-traitants, les ingénieurs télécoms pour réaliser des travaux, pour aller faire des installations. Donc, nous, notre cible, c'est de garder la partie think en interne, c'est pour nous le cœur de métier de l'opérateur, et faire appel à des partenaires externes pour la réalisation, pour le build, pour le run. Parce qu'on ne peut pas recruter indéfiniment, et il y a une pression sur la masse salariale qui est importante. Donc aujourd'hui, on travaille. On ne peut pas tout faire en interne, on travaille beaucoup avec des partenaires externes. On sous-traite donc chez les fournisseurs et chez ce qu'on appelle nous les sous-traitants. Il y a des intégrateurs, on peut acheter des solutions qui existent sur le marché, mais on n'a pas le savoir-faire pour l'intégrer dans le réseau. Donc, on achète des prestations chez des intégrateurs. Aujourd'hui, il y a les bureaux d'études et les bureaux de conseil. Aussi, c'est une bonne piste pour les jeunes ingénieurs typiquement pour apprendre. Et l'idéal pour moi, c'est d'avoir dans son parcours professionnel, dans sa carrière, un mixte de tout ça. Si vous pensez avoir votre diplôme et aller chez l'opérateur et être tranquille pendant toute votre carrière, c'est fini ça n'existe plus. La carrière peut être enrichie en changeant de poste tous les X années. C'est comme ça qu'on gagne en salaire. On gagne en expertise, en reconnaissance et en forme son réseau. Ce n'est pas en prenant un poste, qui n'a pas chez un opérateur, et on pense à passer la carrière commerciale chez l'opérateur, c'est pas ce qu'on vous recommande. Je peux parler de mon expérience personnelle par exemple. J'ai commencé on peut dire, dans le cabinet de conseil. Dans le conseil, il y a des juniors, des consultants juniors et des seniors. Il y a les deux types de conseils. Donc, le junior, c'est pour absorber le charge de travail. On a des projets, on ne recrute pas, on prend 2-3 ressources pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire avancer les projets. Donc, c'est une bonne opportunité pour les débutants d'exercer d'apprendre en fait. C'est une opportunité d'apprentissage. Donc, on s'intègre dans une équipe et on apprend. C'est comme ça qu'on fait ses premiers projets, on enrichit son CV, on apprend à connaître soi-même, si on est fait pour l'expertise, si on est fait pour le management, si on est fait pour la gestion de projet, etc. C'est une très bonne expérience. En Tunisie, c'est pas très répandu comme mode de fonctionnement, mais en Europe, on fonctionne beaucoup comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités en Europe avec les modes de conseil. Donc ma première expérience était dans un cabinet de conseil, on va dire, chez un opérateur. Donc j'ai passé quelques années chez un opérateur en France, c'était le début du GSM. Donc, tout était à apprendre. On participait c'était une innovation. Donc, le GSM en 93, 94, 95 était au tout début. Donc toutes les procédures, les méthodes de travail étaient à faire. On voyait des problématiques nouvelles, on voyait la croissance de trafic, on voyait des problématiques de plein de clients, leaders, etc. Chose qu'on n'étudie pas à la con. Ensuite, je
peux dire, donc, j'ai une expérience chez un opérateur. Ensuite, je suis passé côté fournisseur. Côté fournisseur, j'étais par exemple chez Nokia, pas Nokia Mobile Phone, mais Nokia Networks, c'est la partie réseau de Nokia. Nokia vendait des BTS, des équipements de la radio, des BLC, des switches, des SRF, etc. Donc, on passe de l'autre côté de la barrière, on apprend également beaucoup, on raisonne de façon différente, on voit des roadmaps sur plusieurs années, et je dirais on a une vision un peu différente par rapport à l'opérateur. Ensuite, j'ai fait une deuxième expérience donc chez Tusium. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir en cible un seul poste, c'est d'essayer de varier. Varier, ça enrichit l'expérience et ça apprend beaucoup. On prend aussi des risques, effectivement, mais ça fait partie de la vie. Donc, on peut avoir une expérience, une mauvaise expérience, je ne vous souhaite pas, mais on peut faire une expérience dans le conseil pendant un an ou deux, si ça ne se passe pas très bien, donc on change. Donc, plus le marché est dynamique, plus on a la possibilité de changer, plus on a la possibilité d'avoir des offres chez différents partenaires. J'ai mis l'accent sur l'international aussi, qui est pour moi très important. Si vous voulez faire carrière en télécom, le télécom, ce n'est pas uniquement en Tunisie. Ce n'est pas carrière en Tunisie pour engager le télécom. L'expérience en Tunisie, on est limité entre les trois opérateurs, si on regarde l'échelle internationale, il y a des centaines. Donc, je pense que la composante internationale, l'expérience à l'étranger est très très importante. On est très demandeurs de personnes qui viennent d'autres réseaux, qui ont vu d'autres technologies. Il y a des réseaux aujourd'hui qui sont plus avancés que les autres. On parle de LTE de quatrième génération, par exemple. C'est une compétence qui n'existe pas en Tunisie. On est très demandeurs. Il y en a qui font des stages, qui font une année ou deux d'expérience dans un opérateur en Europe. Après, c'est quelque chose qui se vend très bien sur le marché. Un dernier slide avant de passer la parole à Aref. La partie 2 de la présentation, c'est les défis d'ingénieur. Donc dans la première partie, j'ai essayé de vous donner une idée sur le positionnement d'ingénieur tunisien, les différents métiers. Premier sur l'organisation. Ensuite, les messages importants qu'on veut vous passer à moi, c'est la valeur ajoutée de l'ingénieur. Vous êtes 120 à être dans la même promotion, vous allez avoir, on va dire, le même diplôme dans quelques temps. Qu'est-ce qui fait la différence entre je vais vous dire ce qui fait la différence entre un ingénieur et un non-ingénieur, on va dire un technicien par exemple. Après, vous dira ce qui fait la différence entre un ingénieur suppléant et un ingénieur suppléant. Ce sont les messages principaux qu'on veut vous passer. Alors pour moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience maintenant, au moins, et j'ai déjà géré des équipes avec différents profils. J'ai géré l'ingénieur, le technicien et des profils divers en fait. Alors ce qui fait la différence principalement entre un ingénieur et un non-ingénieur, c'est sa capacité à comprendre des concepts. Du film en fait. Conceptualiser. Ça ne sera marqué dans le slide, mais je pense qu'il faut le dire. Un technicien, il peut faire des tests sur un outil, apprendre à utiliser un outil, il n'est pas capable de voir ce qu'il y a derrière comme une solution globale, comme concept. Ça, c'est un atout. La différence principale entre ingénieur et non-ingénieur. Les éléments différenciateurs, pour moi, c'est la capacité à planifier. Un non-ingénieur, il va penser au jour J, il va penser peut-être à demain. Un ingénieur doit penser à moyen et à long terme. Donc, je fais dans l'illustration. Ça, c'est un exemple de slide
qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, ça donne. Alors, je ne sais pas si c'est ou pas. L'échelle des axes, c'est le temps. Donc ce slide peut servir, je pense que c'est de base dans la capacité, la planification de capacité. Alors si j'ai besoin d'un budget en 2014 pour faire de la croissance sur le réseau, je dois défendre mon budget auprès de l'actionnaire, auprès du directeur général. Comment je vais le faire? Donc j'ai besoin de données marketing, parce que c'est le marketing et le commercial qui va vendre. Est-ce que je vais avoir 1 million de plus de clients sur le réseau ou 100 000? Est-ce que je vais avoir 1 million de clients qui trafiquent beaucoup ou qui font que du SMS? Donc, c'est une réflexion typiquement d'ingénieur. On cherche en input les données nécessaires pour dimensionner un réseau. On se projette sur 1 an, voire 2, voire 3. Donc, on fait des extrapolations et on réfléchit à une échéance au moins moyen terme. Il faut se donner les moyens et des modèles. Il faut modéliser le trafic, la croissance du trafic. Il faut modéliser le profil abonné pour pouvoir dimensionner correctement le système. La capacité de planning, pour nous à Tunisiana, c'est capital. Si on se plante sur le planning, ce qu'on va voir l'année prochaine, c'est une congestion de réseau. Et je parle toujours de l'année prochaine parce que pour mettre en service une extension de réseau, c'est un projet de 1 an. Il faut toujours avoir des marges de sécurité dans le dimensionnement. Il ne faut jamais avoir des systèmes qui plafonnent en termes de capacité. Un système qui tourne bien est typiquement chargé à 80%. Et on doit dimensionner la croissance du trafic sur 1 an, ou 2 ou 3 pour qu'il reste dimensionné à 80%. Nous avons également des études particulières pour les événements. Les événements, c'est le cauchemar du réseau, c'est un stress pour le réseau. L'Aïd, l'Assaram, le bac, c'est un stress pour le réseau. Le réseau est sollicité 2 fois plus quasiment le jour du bac par rapport à un jour normal. Donc on doit tenir la charge, on doit passer le trafic, voire SMS, etc. Parce que sinon c'est une perte de revenus et c'est une mauvaise image. Mais également, il faut que le réseau résiste. On a déjà vécu dans l'histoire de Tunisiana des crashs de réseau à cause de la charge. On a eu des pannes par exemple, et dès que la panne est rétablie, tout le monde essaie d'appeler en même temps et ça fait boule de neige. On a du mal à démarrer. Donc je dirais c'est très important d'apprendre aussi de ces erreurs et de faire évoluer les systèmes pour être robustes et résilients pour eux. C'est une deuxième illustration également de ce qu'on appelle planification. Là, c'est un exemple de programme, c'est un grand projet qui peut durer 2 ou 3 ans. Typiquement ici, le réseau de transmission dorsale. On appelle la dorsale, c'est un mot de fait avec un réseau aujourd'hui qui est basé sur la fibre. Faire des milliers de kilomètres de fibre prend des années. Donc ça se prépare, ça coûte très très cher, donc ça se prépare et ça se budgétise année par année, trimestre par trimestre. Il faut toujours avoir une roadmap et une cible. Donc je peux partir d'un état initial et je cible un état du réseau en 2-3 ans et je mets les moyens pour faire ce déploiement. C'est également une réflexion typique d'un ingénieur. Il doit avoir en tête l'évolution du réseau et le moyen terme, voire le long terme. Alors, on parlait de planification, la gestion des projets. La gestion de projet ne nécessite pas forcément les skills d'ingénieur, mais l'ingénieur peut donner de la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que les projets chez un opérateur mobile sont complexes. Voilà l'exemple du tableau de bord, on va dire, de séquencement au panneau olympique. Implementation plan, c'est un petit projet sur 4 mois avec différents intervenants, avec différents phasages. Donc ce slide illustre simplement ce que vous aurez à faire si vous aurez à gérer des projets. Et ce que je dis ici, c'est qu'un ingénieur est mieux placé pour gérer des projets
qu'un non-ingénieur. Il a des atouts je parlais de conceptualisation tout à l'heure, pour voir quels sont le chemin le plus court ou le chemin le plus lent sur un projet. Et puis, il faut avoir aussi une capacité à présenter les choses et à séquencer les phases d'un projet. Là aussi, c'est un autre exemple de projet très important en Tunisienne, c'était la 3G. Vous savez que Tunisienne a lancé la 3G donc mi-2012. Le lancement du projet de la 3G consiste, on a vu dans le seul et unique slide technique, il consiste à rajouter un accès radio parallèle à la 2G. Donc, il s'agit de refaire quasiment un réseau from scratch, déployer des nœuds ou des BTS 3G sur tous les sites de réseau. Ça nécessite beaucoup de budget, ça nécessite plusieurs années de déploiement pour atteindre les objectifs voulus par Tunisienne. Et il s'agit donc de compromis entre la couverture. Si je veux avoir tout le réseau couvert en 3G en une année, ça va coûter hyper cher et ça ne va pas être rentable. Donc je le fais en phase. Je fais une phase en 2012, une phase en 2013, une phase en 2014. Je commence par les zones rentables, par exemple, typiquement le Grand Tunis, les grandes villes, les chefs-lieux des gouvernements. Je fais le rural en deuxième phase et j'arbitre. Il y a des zones où il n'y a peut-être pas du tout de rentabilité, donc pas de demande, il n'y aura pas de trafic de 3G. Et typiquement, dans tout ce qui est gestion de projet, avoir un tableau de bord fiable et lisible et qui cible les points sensibles est très important. N'importe qui ne peut pas faire un tableau de bord intéressant. On a sur Excel des centaines de façons de créer des tableaux de bord, des charts, des files, etc. Mais l'intelligence de l'ingénieur fait qu'il sait quel est la bonne façon de présenter les choses et comment pointer du doigt ce qui ne va pas sur un projet, comment montrer là où il faut accélérer ou là où il faut ralentir. Un tableau de bord, ça peut vous sembler simple, mais il y a beaucoup de métiers derrière. On peut voir des rapports avec des dizaines de tableaux de bord qui ne sont pas intéressants. C'est à varier. Et le dernier point qui me semble important pour terminer sur les défis de l'ingénieur, c'est l'innovation. Donc, tout l'orthocommissaire, il ne faut pas avoir en tête un poste chez un opérateur pour toute la carrière. Vous allez être obsolète très vite. La technologie évolue très vite. Il y a quelques années, en orthopédie, dans la GSM, on avait des collègues qui venaient du monde de la pas de GSM, il y avait la PNR, les deux technologies, ils étaient déjà déphasés. D'accord ? Si vous voulez faire de la technique sans changer des postes, sans changer de projet, sans apprendre, vous allez être très vite obsolète. Donc les années passées montrent une évolution très rapide du GSM, le 2G vers la 2G.5 ou la 2.75 avec Edge, vers la 3G, et bientôt en Tunisie on aura le LTE, le ministère parle de LTE en 2014-2015, donc c'est quasiment demain. Ailleurs dans le monde, on est déjà sur LTE, on est sur des déploiements Wi-Fi, on est probablement, c'est sûr, la Tunisie est un peu en retard par rapport à d'autres pays, mais si on n'a pas une expérience riche, si on regarde au cas par cas, il faut cibler, je vous conseille de changer de projet, d'apprendre le maximum. Si vous restez sur la durée, en quelques années, personne ne voudra vous employer. Et la technologie évolue à tous les niveaux. Je donne des exemples de la radio, mais également sur la transmission. Il y a quelques années, on avait des experts faisceaux hertziens. Aujourd'hui, ils se sont déjà quasiment dépassés. Aujourd'hui, on ne parle pas de faisceaux hertziens, on parle de support fibre. Il y a quelques années, on parle du TDM. Aujourd'hui, on parle de l'IP. Donc il faut toujours se remettre en question, il faut essayer d'apprendre et de se positionner sur les projets les plus innovateurs pour être à jour. Donc si on choisit d'être dans la filière expertise, il faut varier de projet régulièrement.
Pareil pour les services il y a 10 ans, ce n'est pas du tout les mêmes services dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'ouverture sur le monde d'Internet, du mobile sur Internet, du très haut débit sur le mobile, sur la liaison fibre à la maison, ça ouvre la porte vers l'innovation. Donc, c'est l'innovation à tous les niveaux, niveau technologique, niveau service, et voilà. C'était tout ce que je voulais dire sur les défis d'ingénieur. Après, si tu veux bien prendre la parole sur la dernière partie. Alors, merci. Alors, elle disait tout à l'heure, après, on va parler de la différence entre un ingénieur Subcom et un ingénieur Subcom. C'est votre personnalité qui va faire la différence. Ce que vous êtes en tant que personne, avant tout, qui va faire la différence. Je vais l'expliquer. Ça va passer par une question. En tant que personne. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Elle a comme un spectre de possibilités à l'infini. Ça ne dépend que de vous. Quel est votre projet de vie? D'accord? Qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? C'est comprendre sa singularité. Chacun de nous est unique. Deux personnes ne sont jamais les mêmes. Donc elles vont vivre des situations très différentes. Alish, il faut savoir qui on est pour pouvoir anticiper ses comportements. Si vous avez une tendance un petit peu claire dans le marketing, qu'est-ce qui t'empêcherait de travailler dans le marketing? Rien. Alors, voilà. Si quelque chose t'intéresse, tu vas aller chercher l'information. Tu vas anticiper sur les choix internes. C'est la première chose à faire. Vous n'allez pas aboutir dans une même entreprise. Vous n'allez pas faire la même carrière. Même si vous avez la même moyenne dans toutes les matières. C'est votre personnalité qui fait la différence. Alors, ça commence comment? Pour que vous soyez les meilleurs ingénieurs au monde dans le futur. Ça commence par un exercice qui semble simple, mais qui est profond. S'évaluer. Oui, qu'est-ce que je sais faire bien? Qu'est-ce que je sais faire moins bien? Et qu'est-ce que je n'aime pas faire carrément? Donc ça passe par une évaluation. Vous êtes à la première étape dans votre cursus d'ingénieur. Vous allez commencer à détecter ce qui vous intéresse dans la panoplie de matières que vous avez dans votre cursus d'ingénieur. Donc ça commence par une évaluation. L'évaluation par Lyon. Moi, aujourd'hui. Oui. Pourquoi vous avez choisi de faire ingénieur? Qui peut me répondre? Pardon? Par élimination. D'accord. Ça semblait être le choix que je présentais. D'accord. Il y a médecine, il y a ingénieur. Pardon? Il y a médecine, il y a ingénieur. Si vous n'êtes pas médecine, il y a ingénieur. D'accord. Voilà. Si vous n'êtes pas médecin. Même si je fais le cursus du médecin. Donc, je suis là-haut. Quelque chose d'analytique, de Quelque logique. chose d'analytique, de logique. Innovation, création. Ce que disait Rama tout à l'heure, cette partie conceptualisation, cette partie analyse, c'est ça ce que tu cherchais, l'innovation. Des nouvelles créations. Donc, quelque part, même si ça a été le seul choix, vous avez trouvé un intérêt à être un ingénieur. Ça correspondait à vos attentes. D'accord? Par contre, Rama Hajat, certainement que vous ne savez pas faire forcément très bien.
تفهموا يوليكم في les matières اللي تقراهم فما des matières ça semble naturel. Il y a des matières où vous avez du mal. Ça ne colle pas. Et savoir qu'est-ce qu'il me reste à développer. Comme je disais, quelles sont mes forces? Vous avez tous certainement des forces, des capacités, des aptitudes. D'accord? Ça passe par une prise de conscience. Pas pour oui, tu ne subis pas la vie, tu la vis. D'accord? Pour préparer ce que vous serez demain. Quel ingénieur vous voulez être? Est-ce que vous voulez être l'ingénieur qui va travailler sur la transmission? Est-ce que vous voulez être l'ingénieur qui va être sur les solutions? Est-ce que vous voulez être l'ingénieur qui va faire la planification? Est-ce que vous ne voulez pas travailler en tant qu'ingénieur? C'est une possibilité. Bien sûr. Enseigner. Ce n'est qu'un atout, votre diplôme. C'est une clé. Mais alors, c'est une clé vers la réussite. Mais ça dépend de vos choix, de vos priorités dans la vie. D'accord? Donc, quel défi vous vous lancez? Quels sont vos challenges? Quels sont vos désirs? Posez-vous tout le temps la question, soyez conscient de vous. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ce que je dis? Eh bien, ça veut dire avoir se poser la question sur le rapport au travail. Qu'est-ce que ça veut dire travailler selon vous? Comme donner sa perception du travail. Pardon? Produire. Résultat. D'accord. Autre chose. Parlez plus haut. Ouais. Mais que votre camarade a posé la question, ça touche combien? Donc travailler, c'est avoir une rémunération, avoir un salaire. Oui, travailler permet d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Autre chose. Pardon? Pardon? Améliorer quelque chose. Améliorer quelque chose. Avoir une valeur ajoutée à une situation. Pardon? Se placer dans le social. Oui. Faire partie d'une échelle sociale. Ça permet de monter dans les échelons de l'échelle. Effectivement, c'est tout ça. Créer ou innover un bien. Créer, innover, avoir l'opportunité de créer et d'innover dans le travail. Oui. L'écologie, ça va parler de la rigueur au travail et ça va parler de la créativité, de l'adaptabilité. Mais il n'y a pas que ça dans le travail. Vous dites ma présentation en disant votre personnalité. Ben, effectivement, parce que vous allez intégrer le monde du travail et déjà un pratamouni en tant que camarade de classe, il y a d'autres dimensions à part votre capacité intellectuelle et rationnelle. C'est quoi? C'est la relation aux autres. Vous vivez dans une communauté, la communauté des étudiants de la première année. Mais il y a aussi la communauté des étudiants de la SUPCOM. Il y a d'autres communautés. Vous vivez dans plusieurs communautés et c'est savoir gérer ces relations avec les autres personnes. C'est votre capacité d'influencer, c'est votre capacité d'être leader. Il y a certainement certains d'entre vous qui prennent vite la parole, qui sont des chefs de file par rapport à leurs collègues. Gérer une télé d'entreprise, télé d'étudiants demande un certain leadership. C'est des choix, c'est des influences. C'est tout sauf du rationnel. D'accord? Et puis il y a des émotions. Champ de façon. Allez, je te parle lorsque vous avez de mauvaises notes. Ça veut dire qu'on n'a pas les connaissances suffisantes pour avoir plus de notes. D'accord. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche.
اي ما تدير شنو الاحساس Qu'on peut faire mieux. Qu'on peut faire mieux. qu'on peut faire mieux On est mieux. quelque part. Bien sûr. Donc ça c'est une émotion. Ce que vous ressentez par rapport à l'environnement, ce sont vos émotions. Et l'ingénieur, voilà, l'employé ou toute personne, si elle sait définir ce qu'elle ressent, elle sait se comporter dans l'environnement. Dans l'armée, on pense qu'elles sont très calmes. C'est des personnes qui, un de ces jours, pètent un plomb, ils drachent, ils voient des whisky et on ne comprend pas. C'est une personne qui n'a pas su maîtriser ses émotions. Ça l'a dépassé. Et on peut voir ça dans le monde du travail. Donc le monde du travail, c'est un monde où on va vous solliciter en tant que personne. C'est pour ça, maths, physique et tout ça n'est pas suffisant pour que vous soyez les meilleurs dans le monde du travail. Ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend qui m'a un peu maths. Moi, je vous travailler ce qu'on appelle les soft skills. D'accord? Voilà le français, les compétences comportementales. Ça a un rapport avec le comportement, avec la personne qui est en vous. D'accord? C'est gagner en assurance. On passe des entretiens à des jeunes ingénieurs comme vous en recrutement, en entretien d'embauche. Ça peut faire la différence. Un ingénieur qui est sûr de lui, qui regarde dans les yeux, qui est sûr, il y a de la subjectivité. On va pencher vers celui qui va montrer plus d'assurance. Parce qu'on sait qu'il va être confronté à des défis. La planification par exemple. Si on n'est pas sûr de soi, on ne va pas pouvoir défendre nos idées. Ça passe, c'est aussi simple que ça. D'accord? Comment on peut gagner en assurance? Qui peut me donner des exemples? Vous savez comment on peut faire ça? S'entraîner. S'entraîner, comment? Présenter des projets, Voilà. participer, avoir de l'expérience. Exactement. Essayer d'avoir de l'expérience. S'exposer au regard des autres permet de gagner en assurance. Il y a le théâtre. Le théâtre est une excellente technique de se mettre aussi en valeur, de se connaître. Mais il y a des choses, ça devient handicapant. D'accord? Donc travaillez sur votre image, travaillez sur votre assurance, votre posture. Soyez sûr de vous. C'est ce qui fera la différence. Je reprends l'exemple du théâtre. Travailler sur les relations interpersonnelles. La prise de parole en public permet de travailler ça. Tu présentes un projet, tu t'exposes devant un auditoire. C'est important, c'est un exercice qui n'est pas toujours simple, ça s'apprend. Et il y a des formations là-dessus. D'accord? Entraînez-vous à présenter, entraînez-vous à prendre la parole. D'accord? Regardez-vous dans un miroir en train de parler. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a des tests psychologiques qui vous permettent de vous dire qui vous êtes. Elles sont, c'est des interfaces gratuites au niveau d'Internet. Tapez intelligence émotionnelle et vous avez une panoplie de tests pour vous dire qui vous êtes. Après, jusqu'où c'est vrai, ça correspond à vous, ça ne dépend que de vous. Mais en tout cas, il y a matière. Travaillez sur vos personnalités, elles sont importantes. Et là, le niveau 1. Déjà, en tant qu'élève ingénieur, vous pouvez déjà commencer par ça. Mais, si vous voulez être des managers, devenir des directeurs, vous avez un exemple d'un ingénieur télécom qui est aujourd'hui directeur. Qu'est-ce que ça veut dire, directeur? Au-delà du titre.
Responsabilité. Pardon? C'est une responsabilité. Responsabilité. Hein? Est-ce que l'ingénieur n'est pas responsable? Il y a plus de risques. Il dirige. Gérer. Je sais. D'accord. Savoir Je diriger. sais tous les jours. Pardon? Diriger. Oui, prenez votre aise. Diriger et décider. Diriger, décider. C'est exactement le mot. En étant distribuer les tâches. Donc on va plus parler forcément de l'expertise technique, on va parler d'autre chose. On va parler du monde du dirigeant. On va commencer à diriger, à prioriser, à décider. Ça aussi, ça se travaille. Vous avez le temps. Après, c'est une question d'aptitude. Il y a des personnes qui vont vouloir rester experts. C'est leur choix. Donc, ça ne fera pas forcément de bons managers. Et là, c'est toujours un exercice qu'on fait, Adèle et moi, lorsqu'il vient de proposer des noms parmi ses collaborateurs pour devenir manager. Et c'est toujours un débat par rapport à ce qu'il a ou elle a, cette personne-là, les aptitudes à diriger. Ça, on le sait et on dit non, cette personne-là n'est pas faite pour diriger. Elle ne peut pas être diriger, c'est quoi? C'est faire. C'est pas faire soi-même. C'est une personne qui n'est pas capable de faire. Donc, sur le risque est né pour l'entreprise, on va perdre un excellent expert, un excellent ingénieur, et on ne va pas gagner un manager. Donc on va regarder ça. Si dans vos objectifs d'être dirigeant un de ces jours, on va vouloir regarder ça. En tout cas, moi de mon côté en tant qu'RH, je vais aller chercher ça. La technicité, je la laisse à mes collègues techniques parce qu'ils sont plus à même à évaluer cette expertise. Donc, l'exemple que vous avez dans la rue, on parle du cas de promotion. Donc, il arrive très souvent qu'on ait besoin de créer un chef d'équipe parmi 4, 5, 6 personnes pour pouvoir déléguer un peu plus, avoir une unité fonctionnelle. Donc, le choix entre, on va dire, 2, 3, 4 ingénieurs qui viennent de la même promotion que le choix donc, est basé sur les sources. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce qui est le plus important pour vous, le diplôme est très important pour un premier job. Pour dire je vaux quelque chose aujourd'hui, je sais faire. Mais pour évoluer, ce n'est pas le diplôme qui va faire la différence. Votre chef dans 10 ans peut être quelqu'un qui a moins de diplôme que vous. Ce n'est pas rationnel. Les soft skills, ce n'est pas du rationnel. C'est la capacité à influencer les collègues, à influencer le management, à gérer son environnement, à défendre ses idées, à montrer son travail, etc. Donc il faut que vous soyez sensibilisés à ça. Le diplôme est très important. Une fois que vous êtes rentré dans le monde du travail, on peut l'oublier. Ce qui va faire votre évolution et votre carrière, ce n'est pas forcément le diplôme. Alors, effectivement, la prise de décision est quelque chose qui s'apprend. Alors, on peut être naturellement capable de prendre des décisions vite, bien, et on assume les responsabilités. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision, il y a une décision et le risque derrière une décision et surtout la responsabilité d'assumer par des décisions. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous avez décidé d'être ingénieur. Peu importe comment, mais vous avez décidé. Tant que vous êtes là, il y a une volonté de votre part de faire ça. Après, est-ce que c'est ce qui est le mieux pour vous? Seul vous pouvez répondre à ça. D'accord? Donc on passe par des décisions, pas forcément à chaque période, tous les jours on passe par des décisions. Rester dans la salle est une décision. Partir, comme certains de vos collègues, était une décision. Tout est dans la décision. Il y a autre chose. Il y a le management transversal et j'enchaîne sur ce que disait Anne tout à l'heure. Gérer les projets, c'est du management transversal. Il n'y a pas que la technicité dans un gestion de projet. Ce qui fait qu'un projet réussisse, c'est aussi la motivation de l'équipe projet. Vous allez mettre l'énergie pour que ce projet aboutisse à temps et dans la qualité voulue. Vous allez gérer des réunions. Ça rate, peuvent être tendues ces réunions-là, parce que chacun a son point de vue et il veut l'imposer. Et en tant que chef de projet,
Votre rôle, c'est de pouvoir gérer ces conflits-là en tant que... Ils sont inhérents au projet, il y a toujours des arbitrages à faire, et c'est votre capacité à gérer les réunions qui fera la différence aussi. Et puis la performance, bien sûr. Comment être les meilleurs? Quelqu'un d'entre vous tout à l'heure m'a dit aboutir à des résultats. Oui, ça c'est de la performance, les livrables. Comment faire? Ça passe aussi par ce qui est non technique aussi. Et puis finalement, et ça c'est le dernier niveau, lorsque vous allez être en transmission de savoir et de savoir-faire, lorsque vous allez être des managers, donc moi je souhaite pour un certain, c'est de former, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner. Tout le monde du travail, il y aura quelqu'un qui vous prendra en charge, qui vous accompagnera, qui vous montrera comment faire. Ben vous aussi, un autre jour, vous allez transmettre la même chose. Si vous allez être manager, ça ne dépendra que de vous. Ça, c'est des choix. D'accord? J'insiste sur autre chose, mais que je n'ai pas mis ici, au niveau des soft skills, c'est les langues. Anglais, français et plus, c'est affinité. Maîtrisez les langues. C'est votre passeport. L'anglais est aujourd'hui la langue du travail. En tout cas, particulièrement pour le métier d'ingénieur, à Télécom, toute la documentation en anglais, la majeure partie des constructeurs sont anglophones. L'anglais est fondamental. Peut-être que demain, ce sera le chinois. Pensez-y. Soyez innovants. Soyez vraiment innovants. Cherchez l'opportunité. Cherchez comment demain sera. Maintenant, on bouge dans des cases. Sortez du cadre. Donnez libre cours à votre créativité. J'espère qu'on a contribué à vous faire grandir un peu en tant qu'ingénieur. On vous souhaite beaucoup de succès. Faire des questions. Il faut avoir 5 minutes encore. Pour travailler chez Tunisien, à ce que j'ai compris, il faut déjà avoir une expérience pour pouvoir commencer. Parce qu'on ne peut pas commencer tout de suite chez un opérateur. Il demande déjà un préavis. Alors, ça dépend des postes. On a des postes où on peut prendre des débutants en forme. C'est une partie on prend même des jeunes consultants en forme. Et il y a des postes où on cherche des expérimentés. Donc ça dépend du poste qu'on cherche. Il n'y a pas de règle générale, c'est un atout d'avoir l'expérience. C'est un atout d'avoir l'expérience à l'international, je ne le cache pas. Mais ce n'est pas nécessaire. Il y a de la place pour tout le monde. Le projet de fin d'études est une expérience en soi. Aussi, le choix que vous allez faire de vos projets de fin d'études vont aussi être un atout pour vous dans votre expérience professionnelle. C'est le premier pas que vous faites. Je disais tout à l'heure, une partie de nos collègues au niveau du centre d'appel sont des élèves ingénieurs, comme vous. Et cette expérience-là est aussi enrichissante parce qu'elle permet de voir l'autre face qui est le client, d'être au contact. Donc vous allez avoir cette intelligence à comprendre le client et votre expérience en tant que conseiller client, par exemple, ou le Chouken tunisien dans votre centre d'appel, est un atout aussi. Travailler dans une télé, même si elle est dans le cadre de fac, est une expérience. Ça veut dire quelque chose. Donc n'hésitez pas à expérimenter. La vie associative est une expérience. Le fait que vous soyez dans des associations d'étudiants ou dans le travail de travail avec les communautés, sur aider les enfants ou autres, donne une information importante à votre recruteur. Donc ne négligez rien du tout. Ce qui peut vous sembler un détail, ne l'est pas. Alors, il fait votre richesse. Multipliez vos expériences. Pour votre carrière, quelle est l'expérience que vous préférez le plus? Dans mon cas particulier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est être d'un côté et de l'autre de la barrière et intéressant. C'est bien d'avoir des expériences.
c'est clair que c'est plus confortable que si on est chez l'opérateur. D'accord. Chez un fournisseur, on est tenu d'avoir un certain nombre d'objectifs de vente, etc., vers un client. Mais même chez un opérateur, il y a ça, mais je veux dire, c'est plus confortable quand même d'être le maître d'ouvrage, d'avoir un budget et de commander, c'est plus facile. Mais responsabilité autre. Quand j'étais du côté fournisseur, par exemple, je ne sentais pas la pression du client. Aujourd'hui, chez Cliziane, je sais qu'on a 6 millions de clients qu'on n'a pas le droit d'erreur. Donc, c'est une grande responsabilité et toutes les décisions doivent être orientées. L'expérience du call simple peut donner à un jeune ingénieur qui sait ce que c'est que le client final, qui est sensible aux plaintes clients, aux problèmes. Aujourd'hui, Tunisiana, l'un des axes majeurs de la roadmap Tunisiana, c'est user experience, l'expérience client. Tout est orienté autour de tous nos projets, les projets prioritaires, on met le budget, on met de l'argent sur les projets qui apportent de la valeur. On ne met pas de budget parce que technologiquement c'est super. On met des projets pour avoir un impact sur le client. C'est Tunisienne, ça prend combien d'années en moyenne pour un ingénieur pour devenir un manager? Et un manager, c'est chez vous, il gère combien de personnes? Alors, une question. Ça dépend à quel moment du cycle de vie de l'entreprise. Et You, je dirais en moyenne, ça va prendre 5 à 7 années pour être manager. Manager, ça commence par une équipe, ce que nous appelons le line manager ou le manager direct, le manager opérationnel. C'est gérer une équipe 3, 4, 5 personnes. Ça va demander encore beaucoup d'expertise technique de la part de ce jeune manager-là et un peu de soft skills et de gestion. D'accord? Au Nabdé tunisien, on pouvait devenir manager en une année. Alors, le choix était de miser sur des jeunes ambitieux et on leur donnait la possibilité. On était tous en apprentissage. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On démarrait, donc on pouvait avoir une assez grande tolérance à l'erreur. On apprenait tous, tout niveau confondu. D'accord? Mais ça dépend, c'est des expériences différentes. On peut être manager à 25 ans comme on peut ne jamais être manager que de soi-même. Il y a juste comme l'affaire, en fait, il ne faut pas penser que le management est la seule possibilité d'évolution dans votre carrière. Vous pouvez choisir d'être expert, vous pouvez gagner votre vie très bien, mieux qu'un manager, mieux qu'un ministre, en étant un simple expert. L'expertise vaut très cher dans le métier télécom, IT. Vous pouvez être expert. Si vous avez la fibre du management, si vos soft skills vous permettent, si vous avez envie, vous pouvez évoluer dans le management. D'accord? Vous pouvez aussi faire de la gestion de projet, qui est une troisième filière. C'est ni de l'expertise ni du management, c'est de la gestion de projet. Ça dépend de votre profil. Donc vous allez vous connaître progressivement. Vous avez 3 ans encore devant vous pour découvrir les entreprises avec les GFE, avec les contacts, peut-être vos relations personnelles aussi, avec les stages, et avec vos premières expériences, vous allez découvrir ce qui est en vous, parce que vous êtes né pour être un directeur ou pour être un expert, pour être un chef de projet ou peut-être d'autres profils. Mais progressivement, vous allez vous découvrir et vous pouvez très bien gagner votre vie dans les 3 cas. Ce n'est pas une question de salaire. Il y a même un quatrième Il ne faut pas penser vouloir être management parce que ça gagne plus. Non. Et puis il y a le cas aussi, une autre alternative, d'être votre propre manager, de fonder votre entreprise, d'être dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose aussi à laquelle vous avez aussi intérêt à y penser, d'être votre propre manager. Créer votre entreprise d'un petit projet qui va grandir. Ayez aussi cette capacité de penser à ça. Pour devenir un grand manager, un manager qui demande beaucoup moins de technique que ce que c'est ça. Vous devez commencer chez Tunisienne. Non. Il y a tous les cas de figure. Tout est possible. Parmi nos collègues, il y a ceux qui ont démarré ingénieurs PFE. Donc ils
ils avaient intégré Tunisian en tant qu'étudiant pour faire son PFE. Aujourd'hui, il est senior manager. En 8 ans, 8-10 ans, il est devenu senior manager, ça veut dire dirigeant. Donc ça peut démarrer comme ça. Comme ça peut démarrer Kif Adel, il avait fait plusieurs expériences ailleurs. Et aujourd'hui, il avait intégré en tant que senior manager, aujourd'hui il est directeur. Comme on peut ramener un directeur carrément d'une autre entreprise, parce qu'on a besoin de son expérience en tant que directeur ailleurs. Donc ça dépend du besoin. Toutes les possibilités sont là, tout est possible. Alors on a des cas d'ingénieurs qui sont devenus directeurs à Tunisian, mais c'est des cas rares, et ça dépend de la personne. Il y a des opportunités. C'est le profil de la personne qui a fait que, avec les opportunités, ça m'a choisi à faire le jour, il ne faut pas le négliger. Là, je vais avoir dans une organisation, dans une équipe peu nombreuse et qui a de la croissance, donc ça grimpe assez vite et ça crée un chemin beaucoup long, on va dire. Tous les chemins sont possibles et il n'y a pas la notion d'ancienneté fluviale qui est, on va dire, n'est pas très importante, si c'est ça la question. Je voulais revenir à la question de votre camarade, est-ce que ça paye bien un ingénieur? Je vous repose la question, est-ce que vous pensez que ça paye bien un ingénieur? Alors, il y a des oui, il y a des non. Ceux qui pensent oui, pourquoi? Et ceux qui pensent non, pourquoi? Ça dépend de la personne. Donc pour les premières années, non, il y a un truc qui vient de travailler. Ça dépend de l'environnement, oui. Ça dépend de médecin, ça gagne plus. Un médecin, ça gagne plus. On va choisir un ingénieur pour l'argent. Pas plus libre, non. L'ingénieur, normalement, il peut gérer son temps plus facilement. La Tunisienne, on est orienté projet et on est orienté objectif. Donc l'horaire, pour moi, pour mon cas, l'horaire est secondaire. C'est vrai que sur le contrat de travail, on a 8 heures par jour. Les personnes ne contrôlent les horaires. Il faut atteindre ces objectifs. Si vous pouvez atteindre l'objectif en travaillant 2 heures par jour, ça va. Ça veut dire que mathématiquement, ça va être organisé. Mais s'il faut 9 heures ou 10 heures, parfois, sur des projets exceptionnels, il faut le faire. Je reviens au salaire. On va dire les 3 premières années, vous allez percevoir les salaires communs. Un jeune ingénieur débutant. Ce sont aux alentours de 1200 jusqu'à 1500 euros. Yuma est à l'état du marché tunisien. D'accord? Après, l'expertise humaine, votre capacité à être différent et meilleur, votre excellence fera que vous pouvez faire un bon salaire interne. L'expérience à l'international est aussi un atout pour que vous gagnez plus si votre objectif est de gagner de l'argent. Mais les premières années sont fondamentales, c'est un investissement de votre part. Ça va compléter votre cursus universitaire. À la fac, là, aujourd'hui, vous êtes plus dans le savoir, un peu de savoir-faire. Base, vous avez besoin d'expérimenter. Donc, comptabilisez les 3 premières années de votre vie au travail comme un investissement de votre part. Apprenez. Soyez des éponges. Apprenez. Ouvrez vos perspectives et les capacités à apprendre. Occupez-vous à apprendre dans les premières années parce que vous êtes encore jeune, frais, agile suffisamment pour être en capacité d'apprentissage. Investissez sur vous les premières années de votre carrière pour après être les meilleurs et gagner. Et un ingénieur pourrait gagner des sommes assez importantes. Ça dépend de son expertise, de l'ancienneté. Si vous êtes sur une expertise unique et qu'il y a quelques personnes dans le monde qui savent faire ça, bien sûr, ça se paye. Et vous avez des exemples là devant vous dans tous les secteurs, en particulier les secteurs de la technologie. Vous avez parlé de manager, d'expert, même de dirigeant des projets. Alors, je trouve que ce poste nécessite seulement des capacités des soft skills. Quels sont les autres postes qui nécessitent des capacités individuelles? Le projet nécessite à la fois de la technicité et des soft skills. On ne peut pas des métiers où il n'y a que des soft skills.
Voilà. Sinon, c'est une coquille vide, il n'y a rien à l'intérieur. C'est la base pour moi. Le soft skill ou le diplôme, c'est la base. Après, si vous voulez croître, la vitesse de croissance, dans quel sens vous allez croître, dépend de ce qu'on appelle les soft skills. Donc, les soft skills, alors peut-être un chef de projet, il a besoin, un manager a besoin de plus de soft skills qu'un expert. Un expert, là, je me roule